je vous remercie de votre exposé. Vous avez évoqué la victoire improbable des Rouges, Oui. en pointant les faiblesses des Blancs, essentiellement. Nos manuels français, enfin l'historiographie traditionnelle française, explique en général la défaite des armées blanches par le manque de coordination des Blancs, certes, et les faiblesses que vous avez évoquées, mais on pointe en général beaucoup le réflexe de mobilisation des soviets et de l'armée rouge, enfin disons des rouges en général, en mettant un peu la patrie en danger et en mettant en place un régime de terreur et de mobilisation révolutionnaire un peu comparable à ce qui s'est passé dans la France de 1793, envahie par les armées contre-révolutionnaires étrangères. Ma question, à la lumière des nouvelles recherches qui sont actuellement faites par l'ouverture des archives soviétiques, que vous avez probablement suivies, est-ce que cette interprétation est toujours d'actualité ? Oui. Question par question. Oh oui, bon. Oui, oui, bon. Non, mais bien sûr, il y a une grande part de vrai dans cette vision des choses. Mais la construction de l'armée rouge à laquelle vous faites allusion a été une affaire longue et pénible. Et à partir du moment où est décrétée la conscription obligatoire, cette armée rouge enrôle des centaines de milliers de paysans. Il ira jusqu'à plus de 4 millions de paysans, dont une partie accepte cette mobilisation décrétée avec pas mal de mauvaise grâce. Et en particulier, ces paysans désertent le plus souvent à l'époque des semailles, à l'époque des moissons, et peuvent revenir vers novembre, parce qu'ils se diront que là, peut-être, ils auront des bottes. Donc il n'y a pas seulement... Il y a aussi une sorte de patriotisme, parce que ces paysans sont aussi pour défendre, globalement, malgré les réquisitions, un régime qui a donné au comité agraire les terres de la couronne, des grands propriétaires et de l'Église, qui a commencé à les récupérer sous Yeltsin. Enfin, elle ne récupère d'ailleurs que les terres qui peuvent rapporter. Celles qui ne sont pas intéressantes, ils les laissent tomber. Ils ont récupéré près de 3 millions d'hectares quand même. Bien, donc ça correspond à une réalité, mais qu'il faut, il faut voir aussi toute la réalité en face, c'est-à-dire que cette mobilisation réelle de l'armée rouge, elle est liée aussi à une campagne d'agitation politique dans laquelle les rouges manifestent, et les soviétiques manifestent une supériorité extrêmement grande par rapport aux blancs. Vous avez toute une activité d'agitation liée avec... par exemple, Malakovski participe à cette activité par des dessins qu'il fait pour l'agence Rosta, qui sont des dessins populaires, très bien faits, agitatifs. Du côté des Blancs, il n'y a rien de tout ça parce qu'ils représentent une sorte de couche sociale qui est finalement quand même très éloignée de la masse de la population. La distance entre les sommets dans la Russie tsariste et la masse de la population, c'est beaucoup plus important que dans la France de la Troisième République. Exactement comme vous avez une grande distance entre le corps des officiers, qui appartient globalement à ces sommets de la société, et la masse des soldats. Les soldats, pour beaucoup d'officiers, c'est du bétail. Ce sont des paysans qu'ils méprisent. Et d'ailleurs, ces soldats, on les envoie au combat en 14, à peu près un quart d'entre eux n'ont pas d'armes. Et des officiers leur disent souvent, tu ramasseras le fusil de ton voisin quand il sera tué. Ce qui n'est pas vraiment fraternel. Bon. Donc là, il y a une réalité, c'est la supériorité politique du régime qui s'appuie sur ce qu'il a proposé. D'abord, le fait qu'il a proposé la paix et qu'il l'a décrétée. Une paix que beaucoup ont refusée, la paix dite infâme de Brest-Litovsk. Et comme dit Lénine, si on ne signe pas la paix, l'armée qui veut plus se battre, c'est quand même assez forte pour nous renverser. Parfaitement vrai d'ailleurs. Bon. Et ça, c'est quand même cette supériorité. Et ça, c'est parfaitement réel, c'est incontestable. Il y a une supériorité politique due au fait qu'il s'appuie sur un certain nombre de conquêtes qui sont des conquêtes pour les soldats qui ne voulaient plus faire la guerre. Et ils sont bien contents d'être sortis de leurs tranchées, surtout au mois de février. C'est pas très gai, les Français, les tranchées à l'époque. Et la terre. Et ce sont les deux éléments essentiels sur lesquels repose le régime. C'est la raison pour laquelle des paysans acceptent la circonscription dans l'armée rouge. Et une partie des officiers acceptent de servir dans l'armée rouge. Alors on parle souvent du décret de Trotsky sur les otages.
disant que l'officier tsariste qui s'engage dans l'armée, qui accepte de travailler dans l'armée rouge, on garde en otage son frère, ou sa femme, ou sa mère, et que s'il trahit, il sera fusillé. C'est en grande partie... Le décret existe bien, mais en fait, il n'a jamais été réellement appliqué. Il n'y a jamais aucune institution chargée de faire le recensement des officiers pris en otage, et certains généraux de l'armée blanche, très connus, par exemple le conseiller politique de Dénikine et de Wrangel, Makhrov, il est parti dans l'armée blanche, il a laissé sa femme à Poltava, la Tchéka est arrivée après, ils ont perquisitionné chez sa femme, sans doute sans un excès d'amabilité, hein. Enfin, ils ne l'ont pas arrêté. La mère du général Wrangel était à Petrograd pendant toute la durée de la guerre civile, elle n'a jamais été inquiétée. Sauf que quand un officier tsariste passait chez les Rouges, était arrêté par les Blancs, évidemment, il disait toujours je me suis engagé par force parce que j'ai mon frère, j'ai ma mère, j'ai ma soeur, j'ai ma fille, tout ce que vous voulez. Ça, les autres n'y croyaient pas parce qu'en général, ils les fusillaient aussi. Bon, donc vous avez là une réalité politique qui est un des éléments essentiels quand même de la solidité politique de l'armée rouge, même s'il faut évidemment utiliser des mesures disciplinaires comme dans toute armée. Alors moi j'avais une question sur l'aristocratie russe. Que fait-elle? Est-ce qu'elle rejoint naturellement l'armée blanche ou est-ce qu'elle s'enfuit? Qu'est-ce qu'elle fait? Et puis ma deuxième question, c'était l'armée de Wrangel à un moment dans le sud de la Russie, je crois, arrive à s'échapper, ou en tout cas à sortir de la Russie, et va rejoindre, je crois, par la flotte, ce qui reste de la flotte impériale, vers Bizerte. Oui, exact. Et est-ce que l'immigration russe qu'on a en France est à l'origine de en partie de cet afflux parce que je crois que ces gens qui ont rejoint Bizerte, c'était de l'ordre de 150 000 oui, tout à fait. personnes. Tout à fait. Voilà, oui. Donc c'est aussi une question. Bon, je commence par la deuxième. Oui, le général Wrangel, à qui Dénikine avait laissé le commandement de l'armée du Sud après les défaites subies en mars 1920, s'est installé avec les restes de l'armée en Crimée et a créé un gouvernement de Crimée et a pu utiliser pour rester au pouvoir pendant quelques mois le fait qu'en avril, la Pologne, le gouvernement polonais dirigé par le futur maréchal Pilsudski, a envahi l'Ukraine sur les conseils du gouvernement français qui lui a envoyé d'ailleurs une mission militaire pour l'aider, mission militaire dans laquelle figurait un capitaine qui gagnera des galons dans l'histoire, parce que c'était le capitaine Charles de Gaulle. L'armée polonaise a donc envahi l'Ukraine, et au début, remportant des victoires très importantes, et ça a beaucoup aidé Wrangel, parce que la grande majorité de l'armée rouge a été renvoyée pour essayer de défendre l'Ukraine. Les Polonais ont pris, donc ça a permis à Wrangel de résister, les Polonais ont pris Kiev, seulement il y a en Ukraine une vieille, tradition, disons, d'inimitié à l'égard des Polonais. Il faut dire que l'Ukraine a été soumise à l'occupation polonaise jusqu'à la guerre dirigée par Bogdan Khmelnytsky, c'est-à-dire jusqu'au milieu du XVIIe siècle, et que, une fois libérée de la présence polonaise, l'Ukraine est quand même restée en grande partie sous la coupe polonaise dans la mesure où la majorité des propriétaires terriens étaient des nobles polonais, qui étaient les grands propriétaires en Ukraine, et qui, d'ailleurs, ne mettaient jamais les pieds en Ukraine, qui, depuis que Catherine II avait confié à la noblesse le monopole de la vodka, savait bien organiser le commerce de la vodka, et qui avait eu l'idée assez remarquable de confier la gestion de leurs fermes et des auberges qu'ils patronaient à des juifs, à partir de deux soucis, ou de deux considérations. Premièrement, les juifs ne boivent pas. Un paysan ukrainien ou russe, disons réellement ukrainien ou réellement russe, ne craint pas de boire, c'est le moins qu'on puisse dire. Ou alors il faut vraiment qu'il soit dans une situation désespérée. Et deuxièmement, si le cabaretier avait été ukrainien, lorsque le paysan ukrainien vient boire et qu'il n'a plus de quoi payer, il aurait demandé à faire crédit. Le cabaretier juif, il ne faisait pas crédit, d'où la haine du paysan ukrainien vis-à-vis de ce cabaretier. Il a envoyé tout l'argent aux nobles polonais. Donc ça a provoqué en Ukraine une véritable, disons, réaction de sentiment national anti-polonais, qui fait que des milliers de soldats paysans ukrainiens sont revenus dans l'armée rouge, ont quitté les bois où ils s'étaient planqués, et que l'armée rouge a ensuite balayé les Polonais, sont arrivés jusqu'aux abords de Varsovie, et là,
s'est produit ce qu'on appelle le miracle de la Vistule, dû d'après certains à Dieu. C'est vrai que pour les Polonais c'est assez normal. Personne ne l'a attribué au capitaine Charles de Gaulle, d'autres l'ont attribué à des gars du citoyen Staline qui étaient dans le sud, enfin peu importe la réalité. Toujours est-il que ça a sauvé Wrangel pendant quelques mois. Et puis ensuite, la Crimée c'est tout petit. En plus, la Crimée c'était très pauvre. D'ailleurs, Wrangel avait décrété, pour pouvoir faire vivre le territoire, qu'il y aurait 3 jours sans viande et même sans doute sans pain parfois. Enfin, pas interdit de faire du pain blanc, par exemple. Bon. Donc c'était une île qui vivait dans un état, disons, de misère assez profonde. Et lorsque l'armée rouge décide, enfin libérée des Polonais, décide d'attaquer la Crimée, ils enfoncent les défenses de Wrangel en 3 jours. Et l'armée française, la marine française, pardon, qui est dans le coin, organise, à la demande de Wrangel, l'évacuation effectivement de près de 150, le chiffre exact c'est 148 000 et quelques soldats russes, dont certains vont être débarqués à Gallipoli. Wrangel va tenter de reconstituer une armée blanche qui pourrait tenter d'entrer en Union soviétique dans les années à venir. Et puis ensuite, la grande majorité de la flotte de Wrangel sera stationnée à Bizerte, effectivement. Alors, l'aristocratie russe, elle est dans son essence monarchiste. Et cette aristocratie, elle avait comme base économique, la propriété terrienne. Il y a très peu d'aristocrates russes qui sont entrepreneurs. C'est très rare. Banquiers, les entrepreneurs viennent plutôt de la bourgeoisie commerçante, comme le Ryabushinsky qui, le 3 août 1917, avait trouvé comme solution à la révolution montante de faire saisir par la population rebelle par la main osseuse de la faim. Ça n'a pas marché. Donc elle est globalement, intégralement, sauf cas tout à fait exceptionnel, du côté des Blancs, et elle émigre assez vite. Vous avez très peu de membres de l'aristocratie qui s'engagent vraiment dans la lutte armée. Vous avez 2 femmes, Tirkova et comment s'appelle la deuxième, la comtesse Panina, mais qui jouent surtout un rôle politique. Et Denikin, par exemple, le principal général blanc, est un petit-fils de serf. Son grand-père était serf, émancipé ensuite. Bon, Kolchak, on peut dire, appartient à l'aristocratie, il était contre-amiral. Bon, donc ça, il appartient. Mais sinon, c'est assez... Seules les couches inférieures de cette aristocratie participent directement au combat. La plupart d'entre eux émigrent assez vite, avec une grande partie des intellectuels blancs comme Merezhkovsky, Zinaïda et Pius, etc. Ils émigrent en grande partie en France, d'ailleurs, d'autres en Allemagne. Et il y aura près de 2 millions d'exilés à la fin de 21, soit l'aristocratie russe, soit les intellectuels, sans compter les 200 intellectuels que Lénine chassera et enverra en 1922 en France, en Angleterre et en Allemagne. Oui, il y avait une question ici. Puis après, il y a un monsieur. Bonsoir. Il y a un personnage assez emblématique dont on entend le nom de temps en temps, c'est le baron Ungarn-Sternberg. Ah oui. Et je ne connais pas du tout, je voulais savoir si vous pouviez nous en dire quelques mots et quel rôle il avait joué. Alors, si ce personnage vous intéresse, il y a une biographie de lui, traduite en français, publiée aux éditions des Sirtes. Je crois que l'auteur s'appelle Józefowicz. Alors, Ungern-Sternberg est décrit par Wrangel lui-même comme étant un demi-fou. Alors, c'est effectivement un personnage tout à fait particulier, parce qu'il envisage de créer une espèce d'empire, disons, plus ou moins bouddhisto-mongol à la frontière de la Mongolie, de la Chine. Et alors, il est manifestement assez déséquilibré. Il réussit à réunir autour de lui quelques troupes avec l'aide des Japonais qui patronnent 2 chefs blancs dans la région, lui et l'ataman Semyonov. Semyonov est un blanc normal, bon, il ressemble aux autres, même s'il fonctionne avec l'argent japonais. Mais Sternberg est une sorte d'aventurier à moitié mystique,
très cruel aussi d'ailleurs. Il a sorti par exemple un ordre demandant de tuer tous les juifs et les communistes et leurs enfants pour qu'ils ne se reproduisent pas. Or qu'il ne sera exécuté par personne quand même. Mais à tel point d'ailleurs qu'il suscitera un complot de certains de ses propres amis contre lui parce qu'ils ont peur de ce qu'il fait, quoi, de l'aventure dans laquelle il les entraîne. Il sera finalement fait prisonnier par l'armée rouge, jugé par la Tchéka et fusillé. Mais si vous intéresse, lisez cette biographie qui est très bien racontée, très, très vivante, et c'est un personnage, disons, de bande dessinée en réalité. Monsieur? Oui, il n'y a pas de gouvernement en exil unifié, pas de tentative de gouvernement en exil unifié. Ça, c'est ma première question. Et ma deuxième question, c'est la bourgeoisie industrielle et commerçante est tellement insignifiante qu'elle ne pèse pas dans le conflit. C'est pas que bon. Alors, la première question, non. Lorsque, par exemple, le général Wrangel émigre, il crée une association, la ROFS, qui est une association visant à regrouper les anciens chefs blancs, les officiers, etc. Krasnov crée sa propre association. Il n'y a pas de gouvernement blanc immigré parce qu'ils ne peuvent pas s'entendre entre eux. Bon, Krasnov, pour lui, le salut, c'est du côté de l'Allemagne. Wrangel compte beaucoup plus sur la France, qui le soutient militairement, genre financièrement jusqu'à la fin 21, puis ensuite le laisse tomber. Donc il n'y a pas de gouvernement blanc immigré. Ils ne peuvent pas s'entendre entre eux. Dénikin, lui, décide en fait de se retirer et il commence à écrire le monumental ouvrage qu'il a fait sur la guerre civile, 2000 pages, dont seuls 300 sont traduites en français. C'est dommage d'ailleurs, parce que c'est un livre très intéressant. Bon, vu du point de vue d'un général blanc, mais qui n'est pas un idiot. Il essaie de comprendre, lui. Par exemple, essayant de comprendre ce qui s'est passé, il écrit un jour dans ses souvenirs, au fil du temps, pardon, l'histoire découvrira les racines du bolchevisme, ce phénomène énorme et effrayant, qui a écrasé la Russie et ébranlé le monde. Elle définira les causes lointaines et proches de la catastrophe cachée dans le passé historique du pays. Vous voyez, rien à voir avec une sorte de complot d'aventuriers. Cachée donc dans le passé historique du pays, dans l'esprit de son peuple et les conditions sociales et économiques de son existence. Dans la chaîne des événements qui ont frappé les contemporains par leur caractère totalement inattendu, par sa perversité cruelle et leur inconséquence chaotique, l'histoire trouvera un lien serré, une sévère cohérence, voire une nécessité tragique. Vous voyez, c'est pas du tout la vision d'un vaincu qui dit j'ai été battu par, je sais pas, une bande d'agents allemands ou tout ce que vous voulez. Alors la bourgeoisie industrielle et commerçante, elle est représentée par le parti qu'on appelle KD, Constitutionnel démocrate, qui d'ailleurs prend, après la Révolution de février, le nom de Parti de la liberté populaire. Lors des élections à l'Assemblée constituante, ce parti recevra moins de 5% des voix. C'est-à-dire comme Dupont-Aignan, quoi. 4,7%. Tout en nageant sur un territoire nettement plus grand. Bon. Et cette bourgeoisie industrielle et commerçante, elle est, deuxièmement, très dépendante du capital étranger. Parce qu'une bonne partie de l'industrie russe a été financée par un capital étranger, anglais, français, allemand. Et ça représente une couche sociale très mince, finalement, qui en plus tire son origine de la couche historique des marchands, qui sont des marchands dans l'esprit quasiment médiéval, quoi, qui sont très bien décrits dans l'œuvre d'un dramaturge russe qui s'appelle Ostrovsky. Et elle est faible numériquement et elle est faible politiquement. Parce que même si ses intérêts coïncident globalement avec ceux de la couche de l'aristocratie, cette aristocratie la méprise profondément. Et ça s'est marqué par exemple dans la Douma. En 1916, dans la Douma se manifeste une opposition au régime tsariste parce que la majorité de cette Douma veut participer aux côtés des Alliés à la victoire contre l'Allemagne. Elle considère que la manière dont le tsar et son gouvernement et son état-major mènent la guerre mène à la catastrophe. Donc il commence à manifester une opposition.
comment réagit le tsar et son entourage? Comment réagissent-ils? C'est très simple. À partir de ce moment-là, le banc réservé au membre du gouvernement à la Douma reste éternellement vide. C'est-à-dire que Miliukov et ses amis adressent des reproches ou des questions auxquelles le gouvernement doit répondre, et auxquelles personne ne répondra jamais puisque les bancs restent vides. Et entre cette bourgeoisie industrielle et commerçante et l'aristocratie, il faut s'insérer une couche bureaucratique d'État extrêmement nombreuse, mais qui n'est que l'appareil d'État. Et qui, chose assez extraordinaire, elle survivra à la Révolution. En partie, physiquement, certains disparaîtront. Et c'est, pendant la guerre civile, elle participera à la gestion de l'État. Bon, en 1921, ils adhéreront au Parti communiste au pouvoir et ils constitueront l'une des sources de la bureaucratie. Mais la bourgeoisie commerçante et industrielle, elle est financière, elle est marginalisée. Et avec la nationalisation des banques et ensuite celle des entreprises à partir de juin 1918, elle disparaît de la scène. Et une partie d'entre eux émigre aussi. Pardonnez-moi, vous avez déjà un peu abordé le sujet avec le Japon. Quelles étaient les sources de financement des différents partis? Des différents partis. Les différentes factions oui, qui payaient. Ah, mais dans tout l'arc-en-ciel de la Russie ou uniquement chez les Blancs? Non, chez les Blancs et surtout chez les Blancs et les Alliés. Oui. Ah, d'accord, bon. Alors, Krasnov lui était financé par l'Allemagne ainsi que le prince Bermond Avalov, qui avait été à la tête d'une armée de Pskov, qui avait été constituée par l'état-major allemand. Il y avait donc deux armées financées par les Allemands. Avec la défaite militaire allemande, évidemment, cet appui disparaît. L'armée blanche de Dénikine est en partie financée et surtout fournie en armes par le gouvernement français. Et entre autres, sous la direction, il y a une mission dirigée par le général Berthelot. Dans mon bouquin, enfin, c'est pas une invite commerciale à l'acheter, parce qu'il n'y a pas que ça. Il y a un document d'Hénikine qui reproduit un accord passé avec l'état-major français, Berthelot, avec toutes les promesses, tout ce qu'il doit recevoir, etc. Les Anglais et les Français financent en partie l'armée de l'amiral Kolchak. Et avec d'ailleurs des conflits entre les Français et les Anglais, comme j'ai évoqué tout à l'heure. L'armée du Nord, celle qui est installée à Mourmansk et à Arkhangel, c'est financée par les Anglais, qui ne s'en cachent pas d'ailleurs. Qu'est-ce qui reste d'autre? Il ne reste pas grand-chose. Les Japonais, eux, financent uniquement l'Ataman Semyonov et le baron Ungern Sternberg. Et les Américains financent l'armée du général Kolchak. Mais ils ne financent pas beaucoup. Ils fournissent un paquet d'armes, mais Kolchak doit payer. Et il paye avec il a mis la main à Kazan sur le trésor du gouvernement russe que les soviétiques avaient pris et que en juin 1918, ils ont déplacé à Kazan pensant que Kazan était sûr. Sauf que les légionnaires tchécoslovaques ont pris Kazan. Ensuite, les Rouges reprendront Kazan. Mais entre-temps, Kolchak a mis la main sur le trésor. Ce trésor, d'ailleurs, servira à pas mal de gens, en particulier les légionnaires tchécoslovaques en voleront une partie et le déposeront, ouvriront un compte à Prague sur une banque spéciale qui portera un nom d'ailleurs rappelant l'origine de ces fonds et qui servira, disons, à assurer une retraite décente à un certain nombre de hauts fonctionnaires tchécoslovaques qui ne seront pas, eux, menacés d'être taxés si leur revenu dépasse 1 200 € par mois. Bonsoir. Ma question concernait le but vraiment des monarchistes, puisque vous dites qu'ils ne souhaitaient pas rétablir le tsar ou les Romanov sur le trône. Du coup, est-ce qu'ils se battaient uniquement contre l'idéologie bolchevique ou est-ce qu'ils avaient un plan, un programme pour établir un régime particulier et si oui, lequel? Et qu'est-ce qu'ils comptaient faire justement des Romanov au cas où ils auraient gagné s'ils ne souhaitaient pas les rétablir sur le trône? Et aussi,
puisque personne ne voulait rétablir le tsar, pourquoi a-t-il été exécuté? Bien, alors avant de répondre à la question, je voudrais ajouter une phrase à ma réponse précédente. C'est que ce financement, ce soutien militaire étranger et ce financement par des puissances étrangères a évidemment servi à Lénine, Trotsky et aux dirigeants de l'armée rouge pour montrer que eux, ils défendaient la véritable indépendance de la Russie, alors que les autres, c'était une sorte d'excroissance des puissances étrangères. Ce qu'il était difficile de dire, même si c'était plus qu'une excroissance, bien sûr, mais l'avantage immédiat à retirer de l'argent avait quand même un très gros défaut politique. C'est-à-dire que c'était des gens financés par l'étranger. Et ça, c'est quelque chose qui heurtait, comme partout d'ailleurs, un sentiment national assez profond. Bien, alors, sur le programme politique des Blancs. Alors, quand on lit leurs textes, on s'aperçoit qu'ils annoncent tous, entre autres à la demande de Clémenceau, qui insiste auprès de l'amiral Kolchak pour ça, pour dire, voilà, il va falloir qu'une assemblée constituante règle la réponse à la question « Quel sera le régime de demain de la Russie ?» En même temps, cette assemblée constituante, ça n'est pas celle qui a été élue en novembre 1917 et que les bolcheviks ont dissoute dès sa réunion le 5 janvier 1918 parce qu'elle voulait continuer la guerre, en fait. Il donne comme raison que en fait, ces élections ont été truquées parce qu'elles étaient sous le contrôle des bolcheviks, mais en fait elles étaient sous le contrôle des socialistes révolutionnaires qui contrôlaient les 3/4 des bureaux de vote à la campagne, où les paysans, d'ailleurs, dans un certain nombre de cas, empêchaient les femmes de voter. Les babas n'ont pas à voter. Ce n'est pas leur rôle, elles ne sont pas là pour ça. Elles sont là pour faire des gosses et la cuisine. Et traire les vaches éventuellement. Bien, donc, ils ne disent pas qu'il faut rétablir la monarchie. En même temps, un certain nombre d'entre eux considèrent que le tsar Nicolas II est en grande partie, enfin au moins en partie responsable de ce qui s'est passé en Russie par son incompétence, ses maladresses, son soutien à Raspoutine. Donc, ils ne se prononcent pas sur les lendemains. Alors, pour quelle raison est-ce que les bolcheviks et soviétiques ont fait fusiller la famille tsariste? Au début, ils voulaient faire un procès. Un procès dans lequel, bien entendu, ce qui aurait été à charge pour le tsar Nicolas II, ça aurait été le Dimanche Rouge, le massacre de l'Opération Pacifique, et puis le déclenchement de la guerre, sans aucun doute. Procès dans lequel, bien évidemment, n'aurait pu être condamné que Nicolas II lui-même, et à la limite, et encore, difficile de tsari, mais évidemment, ni les filles, ni le tsarevitch ne peuvent pas être rendus responsables ni du Dimanche Rouge, ni du déclenchement de la guerre. Il voulait faire ce procès. Mais en juillet 1918, les légionnaires tchécoslovaques approchent à toute allure de la ville d'Ekaterinbourg où la famille tsariste est internée. Elle a été internée d'abord à Tobolsk, et là elle a été ramenée en train à Ekaterinbourg. Et l'armée rouge se débande à toute allure, si j'ose dire. Et les responsables locaux d'Ekaterinbourg se disent que si les Tchèques prennent le tsar et sa famille, ils vont fournir aux Blancs un drapeau. C'est manifestement ils se trompent, et ils sont persuadés que le drapeau du tsar va permettre aux Blancs de se réunifier derrière l'image du tsar. Que faire? Donc ils décident de les fusiller tous. Et comme la monarchie est une monarchie héréditaire, si on veut qu'il n'y ait plus de drapeau pour rallier au tsar et au régime tsariste des foules, plus ou moins nombreuses, il faut liquider tout ce qui est représentant de la monarchie héréditaire. Si c'était une monarchie constitutionnelle, ça ne poserait pas le même type de problème. Mais comme elle est héréditaire, le fils ou la fille du tsar a le droit de prétendre au trône, il peut donc servir de drapeau. Bon, c'est donc ce qui les mène à prendre cette décision, qui d'ailleurs, chose assez étonnante, ne provoque pas de grands remous chez les Blancs. Ça ne provoque pas de remous dans la population, qui reste indifférente, mais chez les Blancs, bon, évidemment, ils considèrent que c'est dégoûtant, mais enfin,
quand on lit leurs souvenirs ou les écrits, ça ne provoque pas manifestement un choc très profond. Je ne pense pas là qu'ils dissimulent leur réaction. Je pense que ça n'a effectivement pas provoqué de choc réel. Voilà ce que je peux dire. Alors en fait, le programme, évidemment, ils ne pourront jamais l'appliquer. Celui qui est le plus net dans le sens du programme, c'est peut-être Dénikine. Mais en même temps, leur programme, ça consiste souvent à prendre des mesures circonstancielles qui ne peuvent pas rallier grand monde. Par exemple, en mars 1919, au moment où les Blancs semblent à 2 doigts de gagner la guerre civile. Dénikine est entouré par une conférence spéciale dans laquelle siègent des membres du parti dit cadet, c'est-à-dire de Milukov et autres. Ils décident, ces braves gens, de prendre une décision qu'ils rendent publique, à savoir, dès que nous aurons le pouvoir, nous livrerons à la mort tous ceux qui ont été complices de l'établissement du pouvoir bolchevique. Le moins qu'on peut dire, c'est que, formulé comme ça, c'est une liste qui peut s'allonger assez longuement, sans garantie que XY n'y figurera pas, que tel paysan qui a mis la main sur la terre d'un propriétaire et qui l'a en plus peut-être égorgé en passant, c'est ce qui est arrivé au prince Viazemski, qui n'avait pas de mauvais rapport avec les paysans. Féraud le rappelle dans son histoire de la Révolution russe, les paysans viennent le voir, ils veulent mettre la main, et puis ils refusent une de leurs demandes. Il y en a un qui prend une fourche, il défonce la poitrine, les autres ils l'égorgent et après ils lui coupent la tête. Bon. C'est sûr que les paysans qui ont fait ça, avec la menace de la conférence spéciale, peuvent être considérés comme étant complices de l'établissement du pouvoir bolchevique, et ce n'est pas une décision pareille qui peut même les laisser indifférents vis-à-vis du retour des Blancs au pouvoir. C'est-à-dire que l'aspiration à la vengeance sociale, si vous voulez, parce que la guerre civile est une guerre sociale, ce qui d'ailleurs explique sa violence incroyable. Lorsque des marins tombent sur 58 officiers blancs à Sébastopol, ils leur coupent les parties génitales et les mains pour se venger, parce qu'ils pensent que ces officiers ont peut-être siégé dans les cours martiales qui, en 1906, ont condamné des marins de Kronstadt à être pendus. Décision qui, d'ailleurs, par grâce impériale, a été changée par l'exécution. Ils ont été fusillés. Mais, alors cette violence sociale, elle s'exprime à tous les niveaux de la guerre civile. Il y a des cas où des paysans saisissant des membres du détachement de réquisition les alignent sur 2 trépieds en bois et les scient vivants. Après leur avoir arraché les yeux, ils complètent le tableau. Et cette violence sociale, elle est l'héritage d'une violence historique très grande dans la société russe. Le père de Dostoïevski a été tué à coups de hache par ses serfs. Rappelez-vous la révolte de Pougatchev et ce qui est arrivé d'ailleurs à Pougatchev et aux révoltés. Le malheureux Pougatchev, bon, il est vrai qu'il avait commis le tort de prétendre qu'il était le véritable prince Pierre III réincarné, le tsar Pierre III réincarné. Donc voilà, là ça m'entraîne un peu loin de votre question, mais leur programme reste quand même... Pardon ? Non, si on regarde, ils n'avaient pas vraiment de plan. Pas de programme. Reprendre, chasser les rouges, chasser les bolcheviks, et après, mais aucun d'entre eux n'est une tête politique. Si vous prenez le général Wrangel, je suis incapable de juger ses mérites militaires, mais quand on lit ses souvenirs, qui sont extrêmement intéressants d'ailleurs, parce qu'en plus il écrit bien, et puis bon, il raconte des choses, et puis il ne cache pas grand-chose, on ne peut pas dire. Mais politiquement, quand il est à la tête de la Crimée, je sais bien que c'est pas très facile de gérer la Crimée à cette époque-là, mais il n'a pas vraiment de programme politique. C'est une sorte de gouvernement au jour le jour, et manifestement, bon, Dénikine, lui, il a un programme, c'est le rétablissement de la Russie unie indivisible, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Mais ça n'est pas un programme politique, c'est une ambition. Une ambition qui se heurte, comme je l'ai dit, bon, je ne vais pas me répéter, à des aspirations de nombreux peuples vivant à l'époque. Donc, rien de tout ça ne fait un programme politique. Alors qu'ils se heurtent à des gens qui, eux, ont un programme politique et qui en appliquent ce qu'ils peuvent. Ils n'appliquent pas tout, ils ne peuvent pas. Ils appliquent ce qu'ils peuvent, ils prennent des mesures. Et des mesures dont certaines mettront du temps à s'appliquer dans la vie.
Alors qu'ils prennent des mesures, par exemple pour l'émancipation des femmes, ils décident qu'il faut construire des crèches, des jardins d'enfants, des cuisines collectives. Bon, il n'y en aura pas beaucoup en 1920, parce que la guerre civile, ça se traduit par une ruine effrayante. Hein, il y a un officier allemand qui a été fait prisonnier par l'armée russe, interné dans un camp de prisonniers allemands en 1916. Il raconte, décrit ce camp de prisonniers, d'ailleurs dans ses souvenirs. C'est pas mieux que le goulag, sauf qu'il n'y travaille pas. Bon, mais sinon, sur le plan des conditions de vie et de nourriture, ensuite il est libéré, évidemment, en novembre 18, il s'engage dans l'armée de Kolchak. Bon, plutôt parce qu'en tant qu'officier allemand, il préfère être avec ces gens-là qu'avec les Rouges. Et puis, il participe à toutes les opérations de Kolchak, et entre autres à la déroute. Et il donne un tableau de ce qui se passe, mais qui est hallucinant. Hein, je vais vous lire quelques lignes simplement, parce qu'il raconte cette déroute. Notre marche n'est pas seulement celle de la mort, c'est encore celle d'une destruction aussi impitoyable que l'œuvre des Vandales. On a rendu inutilisables toutes les fabriques, tous les dépôts de chemin de fer, tous les ateliers de réparation. À Petropavlovsk, à Omsk, l'une des principales villes de Sibérie, à Novo-Nikolaïevsk, rien n'est resté entier de ce qui aurait pu servir aux Rouges. Signaux, cabines d'aiguillage, postes de garde-voie, gares. De l'Oural à Taïga, nous avons fait sauter 25 ponts qui semblaient bâtis pour l'éternité. Et il dit, tout alentour n'est qu'un désert de sang et de ruines. Donc déjà en octobre 17, la Russie était en grande partie un champ de ruines. L'industrie était détruite, les transports étaient ruinés. Et vous imaginez ce qui reste après ce passage-là. Hein, les ponts sautés lorsque vous aurez une famine à l'hiver 1921. Vous trouverez partout cette famine dans le sud de la Russie qui va faire 4 millions de morts et qui va faire revivre le cannibalisme. Il y aura des scènes effroyables dans le sud de la Russie. Hein, des mères qui tuent leur enfant, qui le font cuire, qui le mangent, des affamés qui attendent des bandes d'enfants pour les assommer, les découper et les manger, ou des bandes d'enfants affamés qui le soir s'installent dans un coin en attendant qu'un adulte passe pour l'assommer, l'égorger et le manger. Mais à l'époque, il n'y a plus de chemin de fer. Il n'y a plus de chemin de fer pour faire descendre des secours. Il n'y a rien. Hein, les ponts ont presque tous sauté, les rails ont été presque partout arrachés. Donc c'est un pays en ruine totale. Et les Blancs, par rapport à ça, n'ont aucun programme. Aucun programme. Pour eux, ils offrent une perspective politique. Voilà, rétablir l'Empire. Et cette perspective fait peur aux paysans. Les paysans, à la limite, entre les Rouges, ceux qui leur confisquent leur récolte, et les Blancs dont ils pensent qu'ils vont rendre la terre aux grands propriétaires, ils se disent, les Rouges nous prennent notre récolte, mais ils nous laissent la terre. Donc quand tout ça va être fini, on aura la terre, donc on aura à nouveau nos récoltes. Alors que si c'est les autres qui gagnent, on n'aura plus rien. Et ça, ils ne régleront jamais de façon... Ils ne pourront jamais trouver un slogan pour la terre. Les bolcheviks ont des slogans. Il y a une affiche blanche qui est très caractéristique, une affiche de propagande. Ça nous montre le camp des Blancs. Alors c'est l'ordre, comme vous mettez aujourd'hui, l'état de droit. Drôle de droit d'ailleurs, bon. La paix, la tranquillité. Et puis alors de l'autre côté, le camp des Rouges, c'est la faim, l'horreur, la terreur. Mais qu'est-ce que ça veut dire, l'ordre, la paix, la tranquillité? De toute façon, la paix, c'est la guerre civile. Une fois que la guerre est gagnée, il y a forcément la paix. Mais c'est tout. Il n'y a pas le moindre slogan politique, pas le moindre slogan social. Et dans le domaine de la bataille politique, ils sont 100 fois écrasés par les bolcheviks, qui ont une capacité de lancer des slogans qui sont en plus servis par des artistes. Chagall, par exemple, qui reste à Vitebsk jusqu'en 1922, qui leur font toute une série de dessins, d'affiches qui sont adressés à une paysannerie dont les 2 tiers ne savent pas lire et écrire. Mais bon, ça ne veut pas dire qu'ils croient tout ce que l'affiche annonce, bien entendu. Mais ils se soucient de s'adresser à la masse de la population. Les autres, non, parce qu'ils n'ont rien à leur dire. Et donc, leur défaite est inscrite dans la logique de cet affrontement. Évidemment, c'est dur à reconnaître pour eux-mêmes.
Donc ils cherchent toujours d'autres raisons. Alors par exemple, parmi les raisons, c'est les Alliés nous ont lâchés. Ouais, les Alliés. Je ne sais pas si vous avez vu le film Capitaine Conan, tiré d'un roman de Roger Vercel. Excellent film. Hein, un film excellent. Vous avez un groupe de soldats qui est envoyé rétablir l'ordre c'est à la frontière roumaine, si mes souvenirs sont bons. Bah, ils manifestent, oui, mais non, ils manifestent une absence d'envie de se battre qui est tout à fait caractéristique. Je ne sais pas d'où Roger Vercel a tiré ça, mais c'est vrai. Mais vous avez la même chose dans les troupes, la plupart des troupes étrangères qui sont débarquées. Enfin, j'ai parlé des Anglais, mais il n'y a pas que les Anglais. Les Américains ne bougent pas en Sibérie. Ils restent là où ils sont. Ils surveillent les Japonais, c'est tout. Mais les Japonais bougent à peine plus. Non, vous avez, parce que la guerre mondiale a semé une haine de la guerre dans la masse des populations. Vous avez, en janvier 1918, en Autriche, une grève générale et des manifestations à Vienne de femmes affamées, une grève générale qui est trahie par les socialistes, qui invite les ouvriers à reprendre le travail en échange d'une déclaration du comte Tchernine qui est à Brest-Litov pour dire que la monarchie austro-hongroise est favorable à la paix. De toute façon, tout chef de guerre est favorable à la paix. Hein, il veut gagner, puis il est favorable à la paix. Et donc, au nom de cette déclaration qui n'a strictement aucun sens, évidemment aucune portée, ils se battent pour que les ouvriers cessent la grève. Et ils cesseront la grève. Le même mois, vous avez des grèves importantes à Berlin, et où les ouvriers élisent des délégués clandestins dans les usines parce qu'ils n'ont aucune confiance dans les socialistes qui siègent au gouvernement qui fait la guerre. Ils ont bien raison d'avoir confiance. Donc ils élisent des délégués clandestins qui mènent les grèves. Bon, la grève sera battue, mais elle ne sera pas écrasée. Donc vous avez tout un mouvement d'ampleur qui fait que les troupes envoyées pour aider les Blancs, en fait, ne font en général rien. Je me rappelle dans un bulletin très anticommuniste qui est publié par Boris Souvarine et par Georges Albertini, l'ancien secrétaire général du Rassemblement national populaire de Marcel Déat, qui s'appelait Est-Ouest. Il y avait un historien qui avait fait un article en disant « L'intervention militaire des Alliés dans la Russie soviétique, c'est de la propagande, ça ne correspond à rien de réel. » Et lui se fondait seulement sur le fait que leur intervention militaire réelle, c'est-à-dire factuelle, c'est-à-dire l'intervention des troupes, avait été réduite à très peu de choses. C'est-à-dire qu'il supprimait tout l'aspect de la fourniture du matériel et de l'argent. Alors que personne ne fournissait de matériel ni d'argent aux soviétiques. Personne. En général, ils utilisaient les armes qu'ils fauchaient aux autres ou que les officiers de l'armée blanche leur vendaient aux rouges. Vous aurez la même chose en Chine, en 1945-1946, où les Américains alimenteront les troupes de Chiang Kai-shek en armes et en uniforme, et où un grand nombre d'officiers de Chiang Kai-shek vendront ces armes aux troupes de Mao. C'est une aide que les Américains n'avaient pas prévue, mais s'ils avaient connu l'histoire de la guerre civile en Sibérie, ils auraient déjà su que c'est ce qui arrivait à pas mal d'armes et même d'uniformes donnés aux soldats blancs, que les officiers vendaient aux rouges, ou bien que les soldats blancs, en désertant pour rejoindre les rouges, emportaient avec eux et vendaient eux-mêmes à leurs copains ou à leurs officiers. Donc, vous avez là une réalité qui fait que si on ne s'intéresse pas aux problèmes politiques de cette guerre civile, on ne comprend pas pourquoi les Blancs ont perdu. Ce qui fait qu'eux-mêmes ne l'ont pas vraiment compris. Mais après tout, l'aveuglement dans l'histoire, c'est une donnée importante. Dans la politique actuelle aussi, d'ailleurs.